Je voudrais d'abord remercier chaleureusement Madame Lefrançois et le Mouvement européen d'Ille-et-Vilaine de cette invitation sur un sujet, vous l'avez dit, qui me tient à cœur et sur lequel je travaille maintenant depuis quelque temps, avant que ce soit à la mode, on va dire. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'actualité du sujet, vous avez mentionné quelques aspects de l'actualité du sujet, le premier rapport de la Commission européenne sur l'état de droit en 2020. Et j'ajouterais aussi, peut-être beaucoup de ceux qui nous écoutent s'en souviennent, la crise, on va appeler ça comme ça, la crispation qui s'est donnée à voir l'année dernière lors de la négociation du fonds de relance pour la pandémie, puisque peut-être vous en souvenez-vous, à cette époque-là, il y avait eu une tension assez forte entre d'un côté la France et l'Allemagne, partisans du fonds, et un certain nombre d'États qu'on a qualifiés un peu méchamment de frugaux. Et justement, ces États avaient conditionné leur acceptation du fonds à la mise en place d'un mécanisme de conditionnalité du versement des fonds au respect de l'état de droit. C'est-à-dire que les fonds européens ne pourraient être versés qu'aux États qui respectent le principe de l'état de droit, ce qui a occasionné de très vives tensions avec ceux des États membres qui sont actuellement soupçonnés de ne pas respecter ces principes, au premier rang desquels la Pologne et la Hongrie, ce qui a conduit à une situation tout à fait ubuesque en fin d'année dernière, puisque la Pologne et la Hongrie, le gouvernement polonais et le gouvernement hongrois opposaient leur veto à l'adoption du fonds de relance tant que le mécanisme de conditionnalité serait prévu, ce qui était tout à fait paradoxal puisque la Pologne et la Hongrie sont deux bénéficiaires tout à fait importants, c'est-à-dire surtout la Pologne, deux bénéficiaires très importants du fonds de relance. C'était donc une situation tout à fait ubuesque par laquelle finalement quelqu'un se pointe une arme sur la tête en disant ne bougez plus sinon je tire. Et finalement, il a fallu que le Conseil européen adopte un compromis qui limite la portée du mécanisme. Mais je ne vais pas insister sur ce point, puisque, si j'ai bien compris, vous aurez une conférence spécifique sur les outils de l'Union européenne en matière de respect de l'état de droit, et que je suis appelé à parler plutôt du concept en tant que tel. Je vais donc m'en tenir à la feuille de route qui m'a été fixée et essayer de dresser un état des lieux du concept d'état de droit dans l'Union européenne. Mais pour cela, il va falloir d'abord que si vous me permettez, j'essaye d'établir l'histoire du concept, d'essayer de placer ce concept si actuel dans un temps un peu plus long. Et puis, une fois que j'aurai fait cela, j'en viendrai plus précisément à la façon dont l'état de droit est conçu en droit de l'Union européenne. Alors, l'état de droit, on peut dire que c'est véritablement un concept européen depuis toujours, puisque l'état de droit, ce qu'on entend aujourd'hui par état de droit, se situe à l'intersection de trois grandes traditions juridiques en Europe. La tradition juridique française, la tradition juridique allemande et la tradition juridique britannique. Dans le droit britannique, dans le droit de common law, l'état de droit est rendu imparfaitement sous l'appellation de rule of law. C'est peut-être état de droit qui est une traduction imparfaite. En tout cas, disons que c'est le pendant conceptuel le plus immédiat, même si ça n'est pas une traduction mot à mot. Rule of law est une expression intéressante, ça signifie le règne du droit, la prééminence du droit. Et le rule of law est un des piliers du droit, ce qu'on appelle le droit constitutionnel britannique. Il y a un droit constitutionnel britannique, même s'il n'y a pas de constitution écrite britannique. Et on considère généralement que les deux piliers du droit britannique sont d'un côté le rule of law et de l'autre la souveraineté du Parlement. Le rule of law, le règne du droit, signifie que
toute personne, tout individu, tout organe, public ou privé, sur le territoire du Royaume-Uni, est soumis au droit. Avec cette précision qu'il faut bien comprendre, si on veut bien comprendre la mentalité britannique, que ce qu'on appelle le droit au Royaume-Uni, c'est essentiellement le droit jurisprudentiel. C'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, le droit est une production des juges, ce qui tranche assez fortement avec la tradition française, qui est très méfiante, historiquement méfiante par rapport aux juges. La tradition un peu de Montesquieu, le juge est la bouche de la loi, il est un exécutant de la loi. Dans la tradition britannique, il y a une confiance plus forte dans le sens de justice du juge et dans la création d'un droit juste par l'accumulation en séquence des décisions de justice qui forment un corps qu'on appelle du jurisprudence et qui forme la common law. Plus récemment, il y a un corps de plus en plus massif de lois du Parlement, mais historiquement, on va dire, ce qu'on appelle le règne du droit au Royaume-Uni renvoie essentiellement à la production du juge. Donc, le juge est le producteur du droit. Ensuite, vous avez la tradition allemande, le Rechtsstaat. Là, on a un peu plus une tradition mot à mot, Rechtsstaat, l'état de droit, qui correspond là aussi à un système juridique dans lequel tous les organes de l'État sont soumis eux-mêmes au droit. Le Rechtsstaat correspond intrinsèquement à une logique de constitutionnalisme, c'est-à-dire à une logique dans laquelle la Constitution est la norme suprême de l'ordre juridique, et donc tous les organes de l'État sont soumis à la Constitution sous le contrôle du juge, et en particulier de la Cour constitutionnelle allemande, infiniment respectée et qui est un organe central du système juridico-constitutionnel allemand. Le concept de Rechtsstaat est extrêmement lié à la doctrine des droits fondamentaux. Ce qu'on appelle les droits fondamentaux, ce sont, dans la tradition allemande, ce sont l'ensemble des droits qu'une société donnée décide de protéger au plus haut niveau juridique possible, traditionnellement constitutionnel, depuis la seconde moitié du XXe siècle, de plus en plus sous forme de conventions internationales. Mais on retrouve cette idée que tous les organes, y compris le législateur, y compris le Parlement, est soumis à la Constitution et est soumis au respect des droits fondamentaux. On a là déjà une petite nuance qu'on peut faire avec le système du Royaume-Uni, avec le système britannique, puisque dans le système britannique, il n'y a pas de constitution écrite. Il y a une constitution, mais elle est informelle, elle est formée de traditions, de coutumes, de principes non écrits. Et dans la tradition britannique, le Parlement est souverain. Rien ne peut arrêter la puissance du Parlement. Dans la tradition allemande, il y a cette idée qui est informée par l'histoire, bien évidemment, et par les expériences malheureuses de l'Allemagne nazie, cette idée que le Parlement peut mal faire, que le Parlement peut se fourvoyer, que le Parlement peut conduire à une situation dans laquelle les droits les plus élémentaires de l'être humain sont malmenés et qu'il est nécessaire de placer le Parlement sous le contrôle d'un juge qui s'assurera du respect des droits élémentaires. Dans la tradition française, la notion d'état de droit, alors elle est assez ancienne, mais rétrospectivement, la notion d'état de droit se veut comme l'aboutissement d'un processus évolutif qui aura passé, de façon très schématique, par 3 étapes. L'état de police, l'état légal et l'état de droit. Alors c'est une schématisation un peu rétrospective, hein. C'est un peu comme ça qu'on réécrit l'histoire juridique française. Mais disons que l'état de police
renvoie à un système juridique dans lequel l'exécutif, le gouvernement, l'administration est centrale et toute puissante, et dans laquelle il y a extrêmement peu de limites, extrêmement peu de contrôle sur l'action de l'administratif, l'action de l'administration, l'action de l'exécutif, l'action du gouvernement. Historiquement, on peut dire que l'état de police renvoie, là aussi rétrospectivement, parce que c'est évidemment pas comme ça qu'à l'époque on se décrivait, mais on peut considérer l'état de police comme renvoyant à l'ancien régime, mais aussi comme pouvant décrire les expériences autoritaires françaises, notamment l'Empire, célèbre cette année la mort de Napoléon, et également la période du gouvernement de Vichy. L'état légal marque dans ce processus un progrès, puisque désormais, dans l'état légal, l'exécutif est placé, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, sous le contrôle du législatif. Donc on a un système, l'état légal, dans lequel le législateur, le Parlement, émanation de la souveraineté nationale, est au cœur du système. C'est lui qui protège les libertés, c'est lui également qui limite les libertés, et c'est le législateur qui fixe le cadre dans lequel l'administration, dans lequel l'exécutif peut accomplir sa mission. Alors, l'état légal en France n'est pas exempt de constitutionnalisme, n'est pas exempt de constitution écrite. C'est une différence par rapport au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il n'y a jamais eu de constitution écrite. En France, on pourrait dire que c'est le contraire. Il y a eu énormément de constitutions écrites. La France est peut-être probablement le pays recordman du nombre de constitutions. Et d'ailleurs, j'ai des très bons amis américains qui me disent souvent avec orgueil que quand on regarde l'Europe, en Europe, tout est plus ancien qu'aux États-Unis, mais la seule chose qui est plus ancienne aux États-Unis qu'en Europe, c'est leur constitution. Et ils ont raison. Effectivement, la France a connu un florilège de constitutions, de très nombreuses constitutions, 5 républiques, 2 empires, plusieurs monarchies, ainsi que des périodes intermédiaires. Sauf que pendant très longtemps, cette constitution, bien qu'elle fût conçue théoriquement comme la norme suprême, ne faisait l'objet d'aucun contrôle juridictionnel. Le Parlement était lui-même la Cour constitutionnelle de France. C'était au Parlement d'interpréter la Constitution et c'était au Parlement de veiller à la bonne application de la Constitution française. Donc, l'état légal, qu'on appelle aussi parfois légicentrisme, pour bien rendre compte de cette place centrale du Parlement, du législateur dans le système juridique, correspond à ce système qui, on va dire pour schématiser, caractérise la France de la Révolution française jusqu'à, on va dire, 1958, avec un grand nombre d'interruptions, hein, je le répète encore une fois, avec un certain nombre de passages autoritaires, avec un certain nombre de passages monarchiques, avec un certain nombre de passages moins démocratiques. Mais on va dire que le légicentrisme a été finalement la marque de la France pendant une longue période, avec son apogée peut-être sous la Troisième République, qui a vu finalement le législateur, le Parlement français, s'ériger en garant des libertés, et on sait qu'un grand nombre de libertés qui nous sont chères aujourd'hui ont été consacrées par le Parlement, par la loi et non pas par la Constitution, sous la Troisième République, la liberté de la presse, la liberté d'association, la séparation de l'Église et de l'État, le droit de grève, etc. etc. Donc une œuvre libérale tout à fait considérable due fondamentalement au Parlement. Et puis, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, progressivement en France, on va aboutir à un système qu'on appelle désormais État de droit, dans lequel le Parlement lui-même est soumis à un contrôle de constitutionnalité tout d'abord, dans la compétence du Conseil constitutionnel, et puis un contrôle par rapport aux conventions internationales qui, en France, ont une valeur, on dit, supralégislative, c'est-à-dire que en cas
d'incompatibilité entre la loi et un traité international auquel la France est partie, le traité l'emporte. Donc vous voyez, on a ces trois grandes traditions, le rule of law, le Rechtsstaat et l'état de droit, qui ont chacun leur spécificité, c'est vrai. Vous le disiez, Madame Lefrançois, il y a un génie national propre, il y a des conceptions et des trajectoires historiques propres, mais finalement, on retrouve un cœur profond qui est caractérisé par le fait que personne n'est au-dessus du droit, y compris les organes de l'État sont soumis au droit, et on retrouve au cœur du concept d'État de droit la figure centrale du juge. Le juge, la juridiction, le pouvoir judiciaire est central, est la figure centrale de ce concept d'État de droit. L'européanisation du concept d'État de droit se fait d'abord, quoique de façon discrète, par l'intermédiaire de la Convention européenne des droits de l'homme. Convention européenne des droits de l'homme qui, comme vous le savez, est un texte qui est extérieur à l'Union européenne, puisque la Convention européenne des droits de l'homme s'applique aux 47 États membres du Conseil de l'Europe, y compris la Russie, y compris la Turquie, donc des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Mais il y a une parenté de valeurs très, très, très forte entre le Conseil de l'Europe, la Convention européenne des droits de l'homme, et l'Union européenne. Alors vous allez me dire, et vous aurez raison, quand on lit la Convention européenne des droits de l'homme, on ne voit pas le terme, l'expression état de droit. Oui, mais on trouve une autre expression. Je lis un passage du préambule de la Convention européenne des droits de l'homme, des considérants résolus en tant que gouvernement d'États européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit. Prééminence du droit. Oui, ça rappelle la traduction mot à mot que j'ai faite plus tôt du terme de rule of law. Et c'est bien ce que c'est, car il ne faut pas oublier que si le Royaume-Uni n'a pas été un État fondateur de l'Union européenne et n'est plus, vous le savez, un État membre de l'Union européenne, le Royaume-Uni a par contre été un État fondateur du Conseil de l'Europe et a joué un rôle tout à fait important dans la rédaction de la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme, que le gouvernement britannique et que beaucoup au Royaume-Uni détestent tant, est une œuvre juridique majeure du génie juridique anglais. Et donc, cette expression prééminence du droit est une tradition littérale de l'anglais rule of law. Et donc, l'état de droit, avec cette importance du juge, avec cette importance des droits, avec cette importance du respect par tous les organes des règles fondamentales, est aussi présent dans la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, on en vient finalement, après avoir passé à la Convention européenne des droits de l'homme, à l'Union européenne, et j'aimerais vous parler à présent du concept d'état de droit dans l'Union européenne. Et là, je pense que pour être le plus clair possible, je dois faire une distinction d'ordre chronologique. Et je distinguerai deux périodes. J'expliquerai le pourquoi de ces années et des dates que j'ai choisies. La première période, je dirais, va de 1986 à 2014. Et la deuxième période va de 2014 à aujourd'hui. Alors, dans la première période de 1986 à 2014, je dirais que l'état de droit s'impose à l'Union européenne elle-même, avant toute chose. Elle s'impose aux États candidats à l'adhésion à l'Union européenne, et elle s'impose aux États membres, mais uniquement, je dirais, politiquement, et pas encore juridiquement. Je m'explique. L'état de droit, dans cette période, s'impose d'abord à l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est l'Union européenne elle-même qui est soumise, par l'intermédiaire de la Cour de justice, au principe d'état de droit. Et sous cet angle-là, l'état de droit se confond essentiellement avec le droit au juge. On trouve dans la jurisprudence de la Cour de justice un très grand nombre d'arrêts
qui mentionne l'état de droit, sauf que l'appliquant à l'Union européenne, ils ne vont pas parler, ces arrêts, d'état de droit, mais ils vont parler de communauté de droit, à l'époque de la communauté économique européenne ou de la communauté européenne. Et puis, quand, avec le traité de Lisbonne, la communauté européenne devient l'Union européenne, on va parler d'union de droit. Donc, on ne trouve pas l'expression état de droit dans ces arrêts, mais on trouve l'expression voisine, l'expression finalement transposée, projetée, communauté de droit, union de droit. La Cour de justice de l'Union européenne utilise ce concept communauté de droit, union de droit, pour entendre le plus largement possible sa propre compétence. Je m'explique, il y a toujours eu des limites à la compétence de la Cour de justice. Et il y en a encore aujourd'hui. La Cour de justice a encore aujourd'hui une compétence très 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 large, mais qui n'est pas absolue. Et à chaque fois que la Cour de justice a invoqué le concept de communauté de droit ou d'union de droit, ça a été pour adopter une interprétation large de sa propre compétence. La Cour de justice disant l'état de droit implique le droit au juge, toute personne a droit à un juge. Moi, Cour de justice, je suis la seule juridiction qui est compétente pour juger l'Union européenne. Donc, au nom de la communauté de droit de l'Union de droit, je dois interpréter ma compétence le plus largement possible. Et c'est là que je m'explique de la date que j'ai choisie, 1986. C'est un arrêt très important, les Verts contre le Parlement européen, dans lequel la Cour de justice a estimé qu'elle était compétente pour contrôler les actes du Parlement européen. Aujourd'hui, c'est évident, mais à l'époque, ça ne l'était pas, car les traités ne prévoyaient pas la compétence de la Cour de justice pour contrôler les actes du Parlement européen. Et il faut s'en souvenir, le Parlement européen n'a pas été toujours l'institution qu'il est aujourd'hui. Et la Cour de justice a dit, mais non, il est inacceptable qu'une institution de l'Union européenne puisse rendre des actes qui ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Donc, moi, Cour de justice, au nom de la communauté de droit, je dois pouvoir contrôler les actes du Parlement européen. Et donc, la Cour de justice a un peu tordu le texte des traités pour étendre sa compétence au nom de la communauté de droit. Et on trouve un tas d'autres exemples comme ça. Encore aujourd'hui, il y a un certain nombre de domaines, notamment en lien avec la politique étrangère, notamment avec ce qu'on appelle les sanctions ciblées. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup entendu parler lorsque l'Union européenne adopte des sanctions contre des organisations terroristes ou contre des personnes, des officiels russes ou chinois pour méconnaissance des droits de l'homme. La Cour de justice a une compétence en la matière, mais cette compétence est limitée par les traités. Je ne peux pas rentrer dans les détails, faute de temps. Et la Cour de justice, par contre, interprète le plus largement possible sa propre compétence au nom de l'union de droit. L'état de droit est aussi un concept qui s'applique aux États candidats depuis 1993, depuis le sommet européen de Copenhague, qui a fixé les fameux critères de Copenhague. Mais on pourrait dire que l'état de droit est un peu noyé dans le concept plus général de démocratie. Un État, pour pouvoir devenir membre de l'Union européenne, doit respecter les principes démocratiques. Et donc, l'état de droit, le respect de l'état de droit, fait partie un peu de façon noyée de cette conception de la démocratie. Et puis, l'état de droit s'impose aux États membres, mais dans cette période essentiellement de façon politique, puisque c'est en 1997 que, lors du traité d'Amsterdam, que l'état de droit a été inscrit dans les traités comme principe fondamental. C'est devenu, avec le traité de Lisbonne, une valeur de l'Union. On dit désormais que c'est une valeur de l'Union. C'est un des principes fondamentaux de l'Union européenne, avec la démocratie, le respect des droits de l'homme, etc., etc. Et c'est à la même époque qu'a été mise en place une procédure dont je pense que vous avez beaucoup entendu parler parce qu'il en a été beaucoup question ces dernières années, la procédure de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, qui permet au Conseil de sanctionner un État membre qui violerait les principes fondamentaux de l'Union européenne, y compris par une privation du droit de vote. Mais on sait aussi que cette procédure est très exigeante puisqu'elle nécessite l'unanimité et donc elle n'a jamais abouti, bien qu'on ait une procédure qui soit en cours contre la Pologne et la Hongrie.
Donc voilà pour la première étape, on va dire 1986 et 2014. De 2014 à aujourd'hui, et je vais, après m'être expliqué de la date de 1986, m'expliquer de l'année 2014. De 2014 à aujourd'hui, il y a un changement de paradigme qui est lié essentiellement à ce qu'on a pu appeler la crise de l'état de droit, que généralement la plupart des observateurs situent en 2010, c'est-à-dire avec l'arrivée au pouvoir en Hongrie de Viktor Orban, arrivé au pouvoir de façon tout à fait légale et tout à fait régulière, etc., mais avec une majorité tellement importante au Parlement hongrois que le gouvernement Orban a pu modifier tout seul la Constitution et prendre un certain nombre de modifier en profondeur finalement le système juridique hongrois pour, d'une part, limiter la possibilité d'une alternance et, d'autre part, de façon concomitante, limiter la visibilité des contre-pouvoirs civils, notamment la presse, les ONG, même les universités. Et il a fallu un peu de temps pour que l'Union européenne commence à prendre conscience de cette crise, ce phénomène. Et c'est 2014 qui est le point un peu marquant. Et je dirais que 2014, cette deuxième période de 2014 à aujourd'hui, c'est la période à laquelle l'état de droit s'impose désormais juridiquement aux États membres comme une valeur de l'Union européenne. Alors, cet état de droit qui s'impose aux États membres, bien, comment est-ce qu'il est conçu? Et là, je dois distinguer la conception jurisprudentielle, c'est-à-dire la conception que la Cour de justice adopte de l'état de droit, de la conception, on va dire, technico-politique, c'est-à-dire plutôt celle de la Commission européenne. La conception jurisprudentielle dans la Cour de justice, depuis quelques années, a développé un corpus jurisprudentiel assez important concernant l'état de droit. Et en particulier, depuis quelques années, elle se reconnaît le pouvoir, elle se reconnaît la compétence pour contrôler les mesures nationales qu'elle estime attentatoires à l'état de droit. C'est d'ailleurs sur cette base qu'un grand nombre de recours sont pendants concernant la Pologne et la Hongrie. Surtout la Pologne d'ailleurs, numériquement. Et dans la conception de la Cour de justice, l'état de droit se manifeste essentiellement par l'indépendance de la justice. Si vraiment il y avait un maître mot pour décrire la conception de la Cour de justice de l'état de droit, ce serait l'indépendance de la justice. Alors, ça ne signifie pas pour autant que l'indépendance de la justice est l'alpha et l'oméga de l'état de droit pour la Cour de justice. Mais ce que ça signifie simplement, c'est que les affaires qu'elle a eues à traiter concernent essentiellement l'indépendance de la justice. Et dans le cadre de ces affaires, la Cour de justice a mobilisé juridictionnellement les valeurs de l'Union européenne, notamment la valeur État de droit, qu'elle n'hésite pas désormais à appliquer très très largement, alors même, elle le reconnaît elle-même, que l'organisation de la justice est une compétence souveraine, mais la Cour de justice dit oui, effectivement, l'organisation de la justice est une compétence nationale souveraine, mais cette compétence doit s'exercer dans le respect des valeurs de l'Union. On a un corpus tout à fait important et croissant. Il y a encore, moi-même, je n'arrive plus à suivre. Il y a tellement d'arrêts et de conclusions qui sortent que ça devient véritablement une discipline en soi. Et puis, vous avez la conception technico-politique, je dirais, de la Commission, qui date d'une communication de 2014. Et c'est là que j'en viens à l'explication de cette date. Pourquoi 2014? Eh bien, 2014, c'est la date d'une communication de la Commission. La Commission crée un cadre pour l'état de droit. Et ce cadre, c'est quoi? Eh bien, c'est la Commission européenne qui explique quelle est la marche qu'elle va suivre désormais avant d'activer la procédure de l'article 7, dont je vous parlais tout à l'heure.
Et dans cette communication, la Commission produit sa propre conception de l'état de droit. Et la Commission nous dit, bien finalement, l'état de droit, il se caractérise par 6 principes. Vous avez le principe de l'égalité, alors l'égalité en un seul mot, le principe de la légalité, c'est-à-dire le principe selon lequel les normes sont issues d'une procédure transparente, responsable, démocratique et pluraliste. Ça, c'est le principe numéro 1. Principe numéro 2, sécurité juridique. Les citoyens doivent connaître la loi, comprendre la loi. Principe numéro 3, interdiction de l'arbitraire de l'exécutif. L'action de l'exécutif doit être encadrée. Principe numéro 4, et là on a une convergence avec la Cour de justice, l'indépendance et l'impartialité des juridictions. Principe numéro 5, contrôle juridictionnel effectif. Il doit exister un contrôle juridictionnel effectif, y compris à l'égard des droits fondamentaux. Et principe numéro 6, l'égalité de tous devant la loi. Donc la Commission a donc établi ces 6 marqueurs de l'état de droit, de ce qu'elle considère comme l'état de droit. Alors elle n'a pas pris ça, elle n'a pas tiré ça de son chapeau, c'est une espèce de consolidation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous ai dit, l'état de droit existe sans qu'on le voit vraiment dans la Convention européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme a appliqué l'état de droit depuis 1950, même si, encore une fois, l'expression état de droit n'apparaît pas, mais c'est plus un problème de traduction qu'autre chose. Et j'en finirai finalement par une observation. Cet étendard de l'état de droit, il est vraiment central dans l'action de la Commission européenne. En 2014, la Commission a intitulé sa communication « Cadre pour l'état de droit ». Le rapport de 2020 dont Madame Lefrançois parlait s'inscrit dans un cycle annuel pour l'état de droit. Le mécanisme budgétaire dont je parlais tout à l'heure, c'est une conditionnalité état de droit. Donc, on a vraiment un focus très fort de la Commission européenne sur l'état de droit. Or, me semble-t-il, le problème, la crise qu'on voit dans certains États membres, notamment en Pologne et en Hongrie, n'est pas qu'une crise de l'état de droit. C'est une crise plus généralement de la démocratie libérale. Ça n'est pas que l'état de droit qui est en jeu, puisque nous avons des systèmes, c'est particulièrement vrai en Hongrie, nous avons des systèmes dans lesquels les droits fondamentaux ne sont pas respectés, et nous avons des systèmes dans lesquels le système juridique est instrumentalisé pour empêcher toute alternance et toute opposition. Et donc là, on a bien une atteinte à la démocratie elle-même. Je trouve, d'un point de vue stratégique, problématique que la Commission s'arc-boute sur le seul état de droit, sur le seul valeur état de droit, et au détriment des autres valeurs de l'Union européenne que sont la démocratie et les droits fondamentaux. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, les gouvernements hongrois et polonais peuvent dire ben regardez, nous sommes la démocratie, nous sommes les élus du peuple, et ces abominables technocrates bruxellois défendent ces horribles valeurs libérales d'état de droit, et donc opposent la démocratie à l'état de droit. Et on retrouve dans cette opposition démocratie contre état de droit cet abominable pléonasme qu'est la démocratie illibérale que revendiquent les gouvernements hongrois et polonais. Et quelque part, je dirais, non intentionnellement, la Commission alimente cette rhétorique en s'arc-boutant sur l'état de droit et en négligeant la valeur démocratie. Je crois que c'est parce que la Commission européenne est moins à l'aise avec la valeur démocratie. Et je pense que cela s'enracine dans l'accusation récurrente contre l'Union européenne de ne pas être démocratique, l'accusation de déficit démocratique. Et donc, je pense que la Commission européenne s'estime moins légitime à parler de démocratie, alors que l'état de droit, vous savez, l'Union européenne, c'est une intégration par le droit, c'est une intégration par le juge. Et donc, l'état de droit fait partie de l'ADN de l'Union européenne. Et donc, la Commission européenne est très à l'aise à parler d'état de droit. Elle est moins à l'aise à parler de démocratie. Je pense que ça change. Et je trouve ça très intéressant qu'en fin d'année dernière, la Commission européenne ait publié un plan d'action pour la démocratie européenne, incluant le droit à des élections libres, transparentes et non faussées, et le pluralisme des médias et la liberté de la presse. Je pense que la Commission européenne est actuellement
dans un processus d'élargissement axiologique, si vous me permettez cette expression un peu barbare, c'est-à-dire que après s'être concentrée longtemps sur l'état de droit, peut-être qu'à présent, elle commence à prendre du champ et à embrasser plus largement les valeurs de l'Union, y compris la valeur démocratie. Et donc, peut-être que nous sommes à l'aube d'une action plus multiforme, plus équilibrée et plus plurielle de l'Union européenne, non pas seulement en faveur de l'état de droit, mais en faveur de toutes les valeurs de l'Union européenne. Quelle sera la portée et l'efficacité de cette action? Et ça, seul l'avenir nous le dira. Je vous remercie de votre attention. Un très grand merci, Monsieur Platon, pour vraiment le partage de vos connaissances, mais aussi nous donner des éléments d'interrogation qui sont à votre niveau. Et je voudrais vraiment saluer l'effort pédagogique que vous avez déployé pour nous faire comprendre toutes les nuances nécessaires à l'approche d'un sujet aussi difficile que celui que nous avons choisi. En tout cas, un très très grand merci, et je ne doute pas qu'il y a des questions suite à votre intervention, et je laisse évidemment Johan organiser cette partie débat comme nous l'avions convenu ensemble. Oui, en effet, il y a quelques questions. Alors, une première question qui nous est posée par Emmanuel, l'un des participants à cette soirée en compagnie de Sébastien Platon. Monsieur Platon, Emmanuel vous demande si la décision de la CJUE que vous avez citée visant à contrôler les actes du Parlement européen, si cette décision a ensuite été confirmée par une instance politique, voire inscrite dans les traités ou dans une convention. Bref, Emmanuel aimerait quelques précisions en la matière. Oui, tout à fait, tout à fait. Par la suite, cette décision, elle date de 1986, donc elle est bien antérieure à la vague de révision des traités qui a commencé en 1992 avec le traité de Maastricht et qui s'est échelonnée ensuite jusqu'à 2009 avec le traité de Lisbonne. Et dans toute cette période, le Parlement européen a accru ses pouvoirs, mais aussi sa responsabilité. C'est ce qu'on appelle, encore un terme barbare de jargonnage juridique, on appelle ça la légitimation passive. La légitimation passive, c'est le fait que désormais, il est inscrit dans les traités que les actes du Parlement européen sont passibles de contrôle juridictionnel. Et d'ailleurs, plus largement, depuis le traité de Lisbonne, la formulation qui est retenue par les traités, c'est que tout acte n'importe quel acte d'une institution, organe ou organisme de l'Union européenne est passible de contrôle par la Cour de justice. D'accord ? Ça n'a pas toujours été le cas, et notamment pendant longtemps. Il faut bien l'admettre, hein, l'Union européenne n'a pas été toujours elle-même à la hauteur de ses ambitions en matière d'état de droit. Et pendant assez longtemps, les actes des agences de l'Union européenne, les agences, c'est ces espèces d'autorités. On a beaucoup entendu parler de l'autorité européenne du médicament. Donc, au moins, je pense que tout le monde connaît celle-là. Il y en a énormément d'autres d'agences de l'Union européenne qui sont plus ou moins spécialisées. Pendant longtemps, on ne pouvait pas contester leurs actes. Pendant longtemps, leurs décisions ne pouvaient pas faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Alors, ce n'était pas très grave parce que la plupart du temps, ces décisions n'avaient pas d'effet juridique. C'était surtout des recommandations ou des résolutions. D'ailleurs, aussi le cas pour l'autorité européenne des médicaments. On le sait peu, mais ce n'est pas elle qui décide. L'autorité européenne des médicaments donne un avis à la Commission, et c'est après la Commission qui autorise la mise sur le marché d'un médicament. Donc, même l'Agence européenne des médicaments n'a pas de pouvoir juridique immédiat. Mais de plus en plus, les agences ont des pouvoirs, et désormais, eh bien, elles sont passibles de contrôle juridictionnel. Donc, désormais, il n'y a plus d'exception. Tous les actes de n'importe quel organe, organisme, institution de l'Union européenne est passible de contrôle juridictionnel. Il y a des exceptions, j'en ai parlé, mais ces exceptions ne sont pas fondées sur telle ou telle institution. Il n'y a pas une institution qui bénéficie d'un base droit. Il y a des domaines qui sont sensibles dans lesquels la compétence de la Cour de justice est limitée. Et le domaine essentiel dans lequel la compétence de la Cour de justice est limitée aujourd'hui, c'est la politique étrangère de sécurité commune.
On a encore ici un domaine dans lequel, on peut le dire, l'Union européenne est encore aujourd'hui en dessous de ses ambitions en matière d'état de droit. L'état de droit, Monsieur Platon, vous qui écrivez certainement cette expression si souvent dans vos travaux, un petit conseil orthographique nous est demandé. On l'écrit comment, état de droit, avec un E majuscule, je parle de l'État, ou un E minuscule? C'est la situation du droit ou Ah, c'est l'État au sens du droit c'est public? une excellente question. Alors, dans la tradition française, on l'écrit avec une majuscule. L'état de droit, pour insister sur le fait que c'est une notion, on va dire, de droit public et que ce qui compte, l'aspect le plus important de la chose, c'est que les organes publics sont soumis au droit. Bien évidemment que les organes privés, vous, moi, les entreprises, les sociétés, les associations, sont soumis au droit, mais le droit est l'émanation de la puissance publique. Donc la soumission du privé au droit, ça n'est jamais que l'expression de la puissance de l'État. Mais que l'État se soumette lui-même au droit, c'est en soi-même un espèce de miracle, puisque c'est l'État qui se soumet quelque part à lui-même. Et donc la notion d'État de droit a pour objectif de rendre compte de ce qu'un grand juriste qui s'appelait Prosper Veil appelait ce petit miracle qu'est le droit public, le fait que l'État se soumette au droit, alors que c'est l'État qui fait le droit. Mais ce que je trouve tout à fait intéressant, et quelque part un peu contestable, encore qu'on peut en discuter, c'est que dans la littérature européenne, très 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 souvent, c'est la minuscule qui est utilisée. Et ça, c'est quelque chose qui m'a souvent frappé quand je regarde les communications de la Commission, quand je regarde justement récemment le règlement dont je parlais de conditionnalité des fonds européens à l'état de droit, c'est écrit avec une minuscule. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut en déduire, je ne suis pas sûr qu'il faille en déduire grand-chose, à part peut-être un problème de traduction, d'interprétation. Il suffit que quelqu'un ait commis une erreur une fois et après on la répète encore et encore. Mais quelque part, on peut en discuter aussi d'un point de vue conceptuel. Est-ce que l'état de droit, c'est la soumission des organes de l'État au droit? Dans ce cas-là, c'est l'État avec un grand E, et dans ce cas-là, on a vraiment la composante étatique. Et dans ce cas-là, c'est plus difficile d'appliquer l'état de droit à l'Union européenne. Donc, on est obligé de passer par des barbarismes du genre union de droit, communauté de droit. Ou bien, comme vous le disiez, est-ce que l'état de droit, état avec un petit e, c'est l'état des choses, l'état de la société, lorsque tout le monde est soumis au droit? Et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. On peut dire, on peut soumettre l'Union européenne à l'état de droit. Ça n'en fait pas un État. Et ça ne pose pas de problème de statomorphisme pour employer un autre mot abominable. Ça n'aboutit pas à faire de l'Union européenne un proto-État ou un super-État ou un État fédéral. Donc, pour répondre à votre question plus simplement, dans la tradition française, État de droit, c'est avec une majuscule parce que c'est une notion de droit public, mais dans la littérature européenne, je le vois beaucoup avec une minuscule qui a peut-être alors une acception plus large. Pour revenir à un État, vous me pardonnerez, Sébastien Platon, de résumer aussi grossièrement votre propos, mais si donc nous partons de ce résumé que l'État de droit est l'État qui s'applique à lui-même le droit. On n'oublie pas que les semaines passées, un ancien État de l'Union européenne, je parle de la Grande-Bretagne et son Premier ministre en premier lieu, et vous avez souligné le legs très important de l'histoire juridique, la rule of law anglaise, mais il n'empêche que le Premier ministre britannique a tout de même expliqué il n'y a pas si longtemps qu'après tout, si son pays avait signé un traité, il était tout à fait envisageable de ne pas l'appliquer ou de l'appliquer différemment des promesses tenues. Alors, que reste-t-il de la rule of law dans ces conditions-là? Et si un État de droit est celui qui s'applique à lui-même le droit, peut-on conclure que la Grande-Bretagne n'est plus un État de droit? Alors, il ne faut pas, absolument pas, réduire le Royaume-Uni à Boris Johnson. Ça serait une très, très, très grave erreur. Euh, je connais bien la culture britannique, je connais bien la mentalité britannique. Pour ne rien vous cacher, mon épouse est britannique. Et
juriste, elle aussi, enfin, de formation juridique. Quelque chose qui me frappe très très fortement dans la mentalité britannique, c'est que l'état de droit y est plus qu'une situation sociale, c'est une mentalité. Quelque chose qui me frappe dans la mentalité, quelque chose le contraste, et j'espère que vous me pardonnerez les raccourcis que je vais faire, mais à des fins pédagogiques qui peuvent être un peu importants, le contraste entre la mentalité française et la mentalité britannique. En France, ce qui est interdit, c'est de se faire attraper. Tout est dans la mentalité profonde du rapport français au droit. Le droit, c'est la sanction. Et donc, ce qui est autorisé, c'est de faire tout ce qui n'est pas sanctionné. Et la seule chose qui est interdite, c'est de se faire attraper. Dans la mentalité britannique, il y a un attachement culturel très fort au droit. La norme juridique est une norme civique. Respecter le droit, c'est une norme sociale. Aussi, quand Boris Johnson, comme vous le dites, viole à répétition les traités européens, on le perçoit peut-être peu de ce côté de la Manche, mais cela soulève des torrents d'indignation. Alors, si on se limite, je ne dis pas que c'est ce que vous faites, je ne dis pas que c'est ce que quiconque devrait faire, se limite à la lecture des tabloïds, effectivement, on peut ne pas avoir ce ressenti, mais effectivement, qu'un gouvernement se permette de violer un accord international, c'est conçu comme plus qu'une faute juridique, mais comme une faute morale de premier plan, c'est-à-dire que on jette l'opprobre sur le Royaume-Uni, on jette l'opprobre sur la tradition, la réputation de respect du droit qui est centrale dans l'image que le Royaume-Uni, culturellement, historiquement, traditionnellement, veut se donner lui-même. Seulement, il faut bien comprendre quelque chose. Boris Johnson, et là, je dis bien Boris Johnson, je ne dis pas le gouvernement britannique, je ne fais pas de généralisation, là, j'indique clairement de qui on parle. Boris Johnson a fait des promesses contradictoires à plein de gens. Boris Johnson a promis à l'Union européenne, il a signé à l'Union européenne un traité qui garantit l'intégrité du marché intérieur européen au prix, c'est inéluctable, de contrôle douanier en mer d'Irlande. Et parallèlement, il a promis à l'Irlande du Nord que jamais, au grand jamais, il n'y aurait de contrôle douanier en mer d'Irlande et que l'Irlande du Nord resterait un élément inséparable du territoire britannique. Il a promis ça en particulier aux unionistes. Le seul moyen de tenir cette position, c'est de violer l'accord et ensuite, parce que c'est un jeu politique à dimension purement interne, d'accuser l'Union européenne d'être pointilleuse. On conclut un accord pour se garantir un minimum d'accès au marché européen. On conclut un accord. On le viole parce qu'on a besoin de s'assurer la sympathie politique des unionistes qui sont traditionnellement proches des conservateurs. Et ensuite, on va accuser l'Union européenne lorsque l'Union européenne disant mais quand même, non, là, vous violez l'accord. Et on va dire, ben, regardez cette Union européenne qui s'arc-boute sur une interprétation rigoriste et déraisonnable de l'accord, etc., etc. Donc, vraiment, vraiment, je pense qu'il faut insister là-dessus. Boris Johnson n'est pas, et c'est heureux, représentatif du Royaume-Uni. Et il y a dans la tradition britannique, la grande et belle tradition britannique, un respect très fort pour l'état de droit. Alors, retraversons la Manche, Monsieur Platon, et revenons alors, passons plus à l'est du continent, puisque je vois dans le fil de conversation beaucoup de questionnements, beaucoup d'intérêt pour ce qui se passe en Hongrie et en Pologne. Commençons peut-être par l'interrogation de Roch, qui vous demande si vous pouvez préciser le mécanisme de sanction prévu dans l'article 7 et surtout quelle police envoyer, si j'ose dire, quels sont les mécanismes prévus pour faire respecter ces éventuelles sanctions? OK. Alors, donc il y a, dans l'article 7 du traité sur l'Union européenne, il y a deux procédures. Une procédure dite préventive
et une procédure dite curative. La procédure préventive s'applique lorsqu'il y a un risque sérieux de violation grave des valeurs de l'Union européenne. D'accord ? Dans ce cas-là, le Conseil, c'est-à-dire l'institution où siègent les représentants des gouvernements des États membres, le Conseil statue à une majorité des 4/5, d'accord, 4/5, et constate le risque. C'est un simple constat. Donc, à ce stade, il n'y a pas d'effet juridique. Le Conseil constate un risque sérieux de violation grave. Et à ce stade, l'unanimité n'est pas requise. Mais il n'y a aucun effet juridique. C'est un simple constat, c'est un avertissement. Un carton jaune, si vous voulez. On avertit, attention, il se passe quelque chose de grave qui peut dégénérer chez vous. Ensuite, vous avez la procédure curative, qu'on pourrait aussi appeler répressive, mais j'aime moins. Là, c'est à ce stade que le Conseil doit statuer à l'unanimité, donc moins, bien évidemment, l'État visé, pour constater qu'il existe une défaillance grave, qu'il existe une violation grave et persistante, ce sont les mots des traités, violation grave et persistante des valeurs de l'Union. Et une fois que ce constat de violation grave et persistante a été fait à l'unanimité, ensuite le Conseil, à la majorité, le seuil est moindre, peut adopter un certain nombre de sanctions. Et il peut, nous disent les traités, suspendre les droits de l'État en question. On ne sait pas ce que c'est les droits de l'État en question. L'article 7 nous donne un exemple. Il nous dit, par exemple, un exemple de droit qui peut être suspendu, c'est le droit du gouvernement en question de voter au Conseil. Et donc, dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation où l'État reste soumis aux droits de l'Union européenne. Ce n'est pas une expulsion. Ça n'est pas une expulsion. Il n'y a pas de mécanisme d'expulsion d'un État. Ça n'existe pas. Un État peut sortir, c'est le Royaume-Uni, mais on ne peut pas le mettre dehors. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, l'État est toujours membre de l'Union européenne, il est toujours soumis aux droits de l'Union européenne, mais il n'a plus le droit de participer à l'adoption de la législation européenne. Ça, c'est le seul exemple de droit qui peut être suspendu, qui nous est donné par l'article 7. Mais c'est un exemple. D'autres droits peuvent être suspendus, mais on ne sait pas bien lesquels, puisque cette procédure n'a jamais abouti. Je permets juste de préciser quelque chose, et ça me semble important, parce qu'il y a souvent une confusion dans la presse, où on a l'impression que l'article 7, c'est une procédure d'un seul tenant. C'est-à-dire qu'on commence par la procédure préventive, et une fois qu'on a passé le stade de la procédure préventive, si l'État persévère, on peut passer à la procédure curative. Ça n'est pas comme ça que l'article 7 a été conçu. Et d'ailleurs, historiquement, il n'y avait que la procédure curative. Et ensuite, la procédure préventive a été rajoutée dans les années 2000, suite notamment à l'arrivée de l'extrême droite en Autriche. C'était l'époque où Jörg Haider, qui était le fondateur du FPO autrichien, extrême droite, est arrivé au gouvernement autrichien. Et donc, à ce moment-là, on a créé une procédure préventive. La procédure préventive n'existait pas à la base. À la base, on pouvait aller directement sur la procédure curative. Et c'est toujours le cas. La procédure préventive et la procédure curative ne forment pas un tout d'un seul tenant, mais sont deux procédures distinctes. Il y a une procédure qui s'applique en cas de risque et une procédure qui s'applique en cas de violation. Et on peut faire l'une, l'autre, ou les deux en même temps. Il n'y a rien qui l'empêche juridiquement. Alors vous allez dire, quelle police? Ben non, il n'y a pas de police. Évidemment, il n'y a pas de police. Et ça, et oui, c'est la faiblesse congénitale de tout système européen, de tout système international. C'est la faiblesse des Nations Unies, c'est la faiblesse de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la faiblesse de tous les systèmes internationaux. À un moment donné, si un État ne veut pas se soumettre, on n'a pas de tank à envoyer. Et heureusement, d'ailleurs. Donc, il n'y a qu'une contrainte limitée, mais qui est effective, qui est la contrainte morale. Aucun État ne veut passer pour celui qui viole la loi.
Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant quand on regarde les relations internationales. Quelque État, quoi qu'il fasse, le pire État autoritaire prétendra toujours qu'il respecte le droit international. Toujours. Vous n'avez aucun État, vous n'avez aucun gouvernement, aussi autoritaire soit-il, aussi liberticide soit-il, qui dira « moi, le droit international, je m'en fiche. Moi, le droit international, ça ne m'intéresse pas. Moi, le droit international, je ne le respecte pas et j'en suis fier. » Aucun État au monde ne dira ça. Pourquoi? Parce que les relations entre États sont forgées par des traités. Et si vous ne respectez pas le droit international, et si vous dites que vous ne respectez pas le droit international, alors votre signature ne vaut plus rien, plus personne ne vous fait confiance, plus personne ne conclut des traités avec vous, et vous êtes seul. Vous êtes seul au monde, et plus personne ne vous aidera, plus personne ne vous accordera des traités commerciaux, des traités d'alliance militaire, etc., etc. Vous êtes seul. Personne ne veut voir sa réputation entachée en tant que respectant le droit international. Donc, il n'y a au final que cette contrainte morale, mais elle est réelle. Et j'en veux pour preuve qu'à chaque fois que la Cour de justice a rendu un arrêt contre la Pologne ou contre la Hongrie, le gouvernement a toujours, au moins en façade, au moins à minima, obtempéré. Ce qui prouve bien finalement que cette contrainte, pour n'être que morale et pour ne pas être assortie de force, n'en est pas moins réelle. Est-ce qu'il existe, à côté de cette contrainte morale, des possibilités de sanctions financières? Est-ce qu'on peut agir sur le portefeuille? Alors là, effectivement, répondre à votre question m'obligerait presque à anticiper sur la deuxième conférence qui est prévue, qui sont les outils. Oui, Et on a un peu le droit. on a un peu le droit. Alors, si vous me le permettez, je m'en ferai un plaisir. Et effectivement, on en revient à ce mécanisme de conditionnalité. Alors, pour l'instant, il n'existe pas en droit de l'Union européenne une réglementation qui permet explicitement de suspendre les fonds européens à un État qui ne respecte pas l'État de droit. Alors, avec un peu d'imagination, on pourrait pour autant mobiliser la législation à ce titre, puisque la réglementation européenne permet déjà à la Commission européenne de suspendre le versement de fonds européens à un État lorsque les garanties du bon fonctionnement et de la bonne utilisation des fonds européens n'existent plus. Or, précisément, si vous n'avez plus de juge indépendant, qui va garantir que les fonds sont bien utilisés? Évidemment, parce que les fonds, vous savez un peu comment ça marche, les fonds, ils ne sont pas adressés directement aux bénéficiaires. L'Union européenne donne l'argent à l'État, et l'État donne ensuite l'argent à des bénéficiaires. Comment on sait que le gouvernement ne va pas mettre l'argent dans sa poche ou ne va pas donner l'argent à quelques amis du pouvoir? Qui peut assurer ça si ce n'est un juge, et de préférence indépendant? Donc on pourrait très bien dire, s'il n'y a plus d'indépendance de la justice, il n'y a pas de garantie de bon usage des fonds. Mais la Commission européenne n'a jamais fait cette interprétation, parce qu'elle ne se sentait pas légitime. C'est pourquoi en 2018, la Commission a proposé un règlement qui permettrait de suspendre les fonds européens à un État qui ne respecte pas l'État de droit. Alors, dans cette proposition, ce n'était pas la Commission elle-même qui coupait le robinet, c'est le Conseil, parce que la Commission estimait que c'était trop politique. Et il y avait quelque chose d'habile, parce que le principal reproche qu'on peut faire à cette conditionnalité budgétaire, c'est que finalement, au final, ceux qui en pâtissent, ce sont les bénéficiaires. Et, je vous disais, l'argent va de l'Europe à l'État, et ensuite de l'État à des bénéficiaires qui peuvent être des ONG, qui peuvent être des entreprises, qui peuvent être, etc., etc. Et donc, si on coupe le robinet, c'est elles qui vont en souffrir. Et la Commission avait été maligne, elle avait dit non, non, non. Si
moi, si l'Union européenne suspend le versement des fonds à l'État pour violation de l'État de droit, l'État reste quand même tenu de verser l'argent aux bénéficiaires finaux. Sauf que dans ce cas-là, l'argent, il devra le trouver sur le budget national au lieu de pouvoir compter sur le budget européen. Donc, les droits des bénéficiaires finaux étaient préservés. Et cette proposition de 2018, alors elle est restée dans les tiroirs pendant quelques années, et puis elle a ressurgi, comme je le disais dans mes propos préliminaires, à la faveur de la crise de la coronavirus, puisque les États frugaux, notamment les Pays-Bas, etc., ont dit, moi, nous refusons cet endettement commun, sauf si on a des garanties que l'argent sera bien utilisé, et pour nous, ça implique conditionnalité, état de droit. Et donc, la proposition 2018 a été sortie des tiroirs. Il y a eu une crise très forte, du coup, avec la Pologne et la Hongrie. La Pologne et la Hongrie disaient non, on n'en veut pas de ça. Ça, c'est un moyen pour l'Union européenne de s'immiscer dans nos affaires intérieures. Donc, pas question, pas question, pas question. Et du coup, il y a eu un compromis qui a été obtenu par le Conseil européen en décembre. Et un des éléments de ce compromis, c'est une configuration tout à fait baroque. Le mécanisme est adopté, donc désormais, en droit européen, il existe un mécanisme qui permet de suspendre les fonds en cas de violation de l'état de droit, tout en préservant les droits des bénéficiaires, j'insiste. Le règlement est très complet sur ce point, les bénéficiaires finaux sont préservés. Mais ce mécanisme est gelé, il est paralysé tant que la Cour de justice ne s'est pas prononcée sur sa légalité. Et donc la Cour de justice est, à l'heure où je vous parle, en train d'instruire un recours qui a été fait bien évidemment par la Pologne et par la Hongrie, qui considèrent que ce mécanisme est contraire aux traités européens. Et donc, bien, en vertu de ce compromis que je considère à titre personnel parfaitement illégal, parce qu'il est complètement baroque, il me semble complètement contraire au droit de l'Union européenne et à l'état de droit, justement, qu'une législation soit adoptée, mais inapplicable. Nous avons une législation, ça fait partie du droit de l'Union européenne. Ce mécanisme, il existe. Vous pouvez le consulter au journal officiel. Il a été adopté. Il a été voté par le Parlement européen et par le Conseil. C'est le droit, mais il est inapplicable. Et il est inapplicable par consensus politique pour apaiser la Pologne et la Hongrie. Et il est inapplicable tant que la Cour de justice n'a pas tranché la question de la légalité. On ne sait pas quand ce sera. Je pense que la Cour de justice va faire de son mieux pour rendre son arrêt le plus vite possible. Mais en attendant, ce mécanisme existe, mais est de facto inapplicable. Oui, enfin, Monsieur Platon, enfin, tout ça est bien beau, mais enfin, tous ces éléments de jurisprudence, tous ces éléments de doctrine, comme l'on dit, c'est-à-dire l'avis des juristes et en particulier des professeurs de droit, enfin, tout ça nous conduit au fond vers un gouvernement des juges. Que répondez-vous à ça d'ailleurs? Et je me fais l'avocat du diable ou l'avocat de la Hongrie, et je reprends le propos le document qu'un participant nous a transmis. Ce participant se trouve être avocat, maître Cressard à Rennes, et a entretenu une correspondance avec l'ambassadeur de Hongrie, et c'est en substance la réponse de l'ambassadeur de Hongrie en disant « mais arrêtez de nous embêter avec ce gouvernement des juges qui serait contraire à la démocratie ». Oui, je connais l'ambassadeur de Hongrie, il m'a aussi envoyé une lettre tout à fait menaçante suite à un édito que j'avais fait, je crois, dans les Échos. Alors, le gouvernement des juges, oui, c'est une assez vieille antienne française. D'ailleurs, l'expression même gouvernement des juges a été créée par un juriste français qui ne parlait pas d'ailleurs de la justice française, il parlait de la Cour suprême, puisqu'effectivement, son objet, c'était la façon dont la Cour suprême américaine s'était opposée aux réformes de Franklin Delano Roosevelt, au New Deal, qui avait entraîné de fortes tensions entre l'exécutif et le judiciaire à l'époque. Et en France, c'est vrai qu'il y a une vieille crainte du gouvernement des juges. Je le disais, hein, il y a vraiment une différence de tradition historique entre la France et le Royaume-Uni, par exemple, où au Royaume-Uni, on a une très très forte confiance dans le juge
et son sens de la justice, alors que dans la tradition française, il y a une très grande méfiance envers le juge. Il y a toujours eu cette méfiance. Mais ceci dit, bien évidemment, cette crainte, elle a du sens. Mais il ne faut pas oublier que dans ce dont je parle, notamment le mécanisme de conditionnalité et d'état de droit, ce n'est pas le juge, c'est la commission et le conseil. Là, on a un mécanisme dans lequel les institutions politiques et technico-politiques sont dans la boucle. C'est-à-dire que c'est la commission, pas la Cour de justice, c'est la commission qui estime qu'un État ne respecte pas l'état de droit. Il va dialoguer avec l'État membre, il va faire une proposition, et c'est ensuite le Conseil de l'Union européenne, donc c'est-à-dire les gouvernements des États membres, qui ensuite adopteront à la majorité qualifiée la décision de suspendre les fonds. Donc on est là pleinement dans un processus juridico-politique où le débat démocratique, où le triangle institutionnel européen joue, alors pas complètement à plat, puisque le Parlement européen est un peu en dehors de cette boucle. On est vraiment quelque chose qui est entre la Commission européenne et le Conseil. Mais finalement, on a quelque chose qui n'est pas que jurisprudentiel. Et puis, la Cour de justice, elle n'agit que quand elle est saisie. Et d'ailleurs, beaucoup d'observateurs, moi-même et certains collègues, reprochons souvent à la Commission européenne de ne pas agir plus. La Commission européenne elle-même fait preuve de grande prudence. C'est la Commission européenne qui agit en manquement contre la Pologne et la Hongrie. Techniquement, les États membres peuvent le faire aussi, mais ils ne le font jamais. La France pourrait très bien former un recours en manquement contre la Pologne et la Hongrie pour violation des valeurs européennes. Mais ce qu'on appelle les recours en manquement interétatiques, ça existe, mais c'est super rare. Et en général, ça s'inscrit sur des fonds de tensions diplomatiques. On a eu notamment des recours entre le Royaume-Uni et l'Espagne concernant Gibraltar, par exemple. Vous avez ce genre de choses. Mais il est rare qu'un État membre attaque un autre État membre devant la Cour de justice simplement au nom des grandes valeurs de l'Union européenne, parce qu'on considère que diplomatiquement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc c'est la Commission européenne qui a la main, et la Commission européenne, finalement, elle applique un certain degré de discrétion politique, elle n'attaque pas sur tout, elle n'attaque pas systématiquement, etc., etc. Et après, la Cour de justice, finalement, elle fait le travail qu'on lui donne quand on lui donne et dans la mesure où on lui donne. On lui dit, voilà, est-ce que vous pensez que telle loi hongroise est contraire et conforme à l'indépendance de la justice? Et la Cour de justice entend tout le monde et va dire, non, là, je pense que cette loi n'est pas compatible avec, etc., etc. Donc, je pense qu'on est encore très très loin d'un gouvernement des juges en la matière, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire dans l'Union européenne sur le gouvernement des juges. Historiquement, la Cour de justice a joué un rôle moteur. Elle a, dans les années 60-70, pris les manettes de l'intégration européenne. Et on peut le discuter, et on doit le discuter, et on peut le critiquer, et peut-être on doit le critiquer. Il y a un auteur allemand qui s'appelle Dieter Grimm, qui a écrit qui est un peu eurosceptique, mais les eurosceptiques ont aussi parfois des choses très intéressantes à dire sur l'Europe. Et qui disait, voilà, effectivement, c'est un peu un problème quand même que la Cour de justice ait autant de pouvoir, ça crée un déséquilibre, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses à dire dans l'Union européenne sur le gouvernement des juges et la place peut-être hypertrophiée, peut-être exorbitante du pouvoir judiciaire. Mais honnêtement, quand il s'agit de la problématique de l'état de droit, je ne pense pas qu'il y ait une hypertrophie du rôle de la Cour de justice. Je dirais que la Cour de justice intervient, quand on lui demande d'intervenir, elle intervient dans des limites raisonnables, dans des limites d'interprétation et d'application des textes, parce que là aussi, il faut bien le concevoir, il faut bien l'admettre. Ces valeurs, état de droit, démocratie, elles ne viennent pas du ciel. C'est pas la Cour de justice qui les a inventées. Ces valeurs, elles sont dans le traité sur l'Union européenne. Article 2 du traité sur l'Union européenne, l'Union est fondée sur les valeurs de démocratie, d'état de droit et de respect des droits fondamentaux qui sont respectés à tous les États membres. Article 49, article 49. Seul un État qui respecte les valeurs de l'État de droit peut devenir membre de l'Union européenne.
c'est dans les traités. Et les traités n'ont pas été écrits par la Cour de justice. Les traités ont été négociés, signés et ratifiés par les États membres. Ce sont des valeurs communes que tous les États ont acceptées. Et quelque part, la Cour de justice, finalement, ne joue en l'occurrence que son rôle. Et encore une fois, hein, je ne dis pas que la Cour de justice ne sort jamais de son rôle. Et historiquement, elle a peut-être sorti de son rôle. Mais en l'occurrence, dans l'épisode qui nous occupe, je pense que par les gouvernements des juges, on est encore loin. Je voulais m'acheminer vers une question et un échange conclusif, mais une remarque vient de paraître là sur le chat. Euh, les risques et les menaces que font porter sur les libertés certains dirigeants de l'Union européenne, on pense à des dirigeants de l'Europe de l'Est. Et si Madame Le Pen arrivait au pouvoir en France, quelle serait selon vous, quelle pourrait être la réaction de l'Union européenne ou des autres États membres? Là, vous me demandez de spéculer. Je n'aime guère spéculer. Dans l'immédiat, probablement pas grand-chose. Je pense que l'époque où on se méfiait prima facie des gouvernants d'extrême droite est passée. C'était ce qui s'était passé en Autriche. Hein. J'ai évoqué brièvement cet épisode, mais lorsque dans la fin des années 90, début des années 2000, l'extrême droite autrichienne est arrivée au pouvoir, tous les autres États ont dit « Oh mon Dieu, c'est horrible, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et donc, il y a eu une grande crainte. Les autres États ont placé le gouvernement autrichien un peu sous observation. On a modifié les traités pour ajouter cette procédure préventive, etc. etc. Mais disons que ça, c'était à l'époque. Et maintenant, je pense que l'extrême droite, c'est probablement fortement banalisé, en France comme ailleurs, de sorte que, et encore une fois, si je devais spéculer, ce que je n'aime pas, je ne pense pas qu'une arrivée au pouvoir d'un gouvernement d'extrême droite, par cela même, susciterait des réactions immédiates de l'Union européenne. L'Union européenne jugerait sur pièce. Que fait ce gouvernement? Et ensuite, je pense que ce serait au cas par cas, face à telle réforme législative, face à telle réforme juridique, face à telle modification dans le droit, que la commission, au cas par cas, jugerait l'évolution, prendrait éventuellement des mesures, etc. etc. Il y a tout un tas de mécanismes, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a tout un tas de mécanismes qui permettent de réagir. Et je pense que cette réaction, elle se ferait non pas sur la base de la couleur politique de tel ou tel gouvernement, parce que ça, l'Union européenne, je pense, ne s'immiscerait pas à ce point dans les affaires internes. Tout dépendrait de ce que fait ce gouvernement. C'est l'action, telle ou telle action, qui sera analysée, mise en cause, décortiquée, et contre laquelle des mesures seront éventuellement initiées. Mais ce n'est pas l'arrivée en tant que telle d'un gouvernement qui susciterait des réactions. C'est ce qu'il fait. Alors, nous n'y sommes pas, et avant l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, il y aura la présidence française de l'Union européenne, et Kevin, qui effectue une mission de volontariat de service civique au sein du mouvement européen Ille-et-Vilaine, eh bien, nous fait remarquer que l'état de droit figure de la prochaine présidence de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quelles sont vos informations en la matière? Comment cela pourrait-il se concrétiser? Qu'est-ce que ça veut dire de mettre l'état de droit comme une priorité d'une présidence de l'Union européenne? Eh bien, c'est une excellente question. C'est une excellente question et j'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien être dans l'intimité de ces décisions. Je ne sais pas comment la France concrétisera cela. Alors, peut-être que ça consistera à essayer de relancer la procédure de l'article 7, puisque cette procédure est essentiellement paralysée, soi-disant à cause de la pandémie, parce que soi-disant les auditions au Conseil, parce qu'avant de rendre une décision, le gouvernement qui est accusé
de dérive a le droit d'être entendu. Le Conseil de l'Union européenne a jugé que ces audiences ne pouvaient avoir lieu qu'en physique. Je ne sais pas où le Conseil a pris ça. Je ne sais pas d'où sort cette exigence, alors que le Conseil se réunit souvent de façon virtuelle. Là, pour l'article 7, il faut qu'il y ait une réunion physique. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il que, prétexte ou véritable raison, la procédure est relativement paralysée. Donc, il s'agira peut-être de relancer cette procédure qui n'aboutira à rien, très vraisemblablement, puisque on n'est même pas sûr de pouvoir réunir la majorité nécessaire pour un constat de risque, et il n'y a absolument aucune chance que l'unanimité soit atteinte, puisque les différents États accusés se soutiennent l'un l'autre. Donc, il n'y aura pas d'unanimité. À part ça, je ne saurais dire comment une action de la présidence française en matière d'état de droit pourrait se concrétiser, si ce n'est peut-être beaucoup dans le verbe et dans la forme. Je crains de devoir être un peu sévère sur le bilan de la France en matière d'état de droit, de la France et de l'Allemagne aussi, puisque dans toute cette affaire, je n'ai pas vu de la part du gouvernement français une action très forte. Quand je disais tout à l'heure qu'un État peut attaquer un autre État, voilà, c'est une action que la France aurait pu faire. Et sans avoir besoin d'occuper la présidence. C'est quelque chose qui a toujours été possible. Les Pays-Bas avaient commencé ça, puisque le Parlement néerlandais avait voté une résolution demandant au gouvernement d'agir contre la Hongrie et la Pologne. Mais tout de suite après, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une crise politique aux Pays-Bas et le gouvernement a été renversé. Et la résolution du Parlement néerlandais est partie avec l'eau du bain, on va dire. Et donc, cette résolution, elle est restée lettre morte. Mais voilà, c'est quelque chose que concrètement n'importe quel État peut faire. N'importe quel État peut saisir la Cour de justice. Et la France, comme aucun autre, personne ne l'a fait. Donc, je ne sais pas ce que la France, présidente du Conseil, fera de plus qu'elle aurait déjà pu faire en tant que simple État membre. Et qu'elle n'a pas fait. Eh bien, sur ces propos, cher Sébastien Platon, je vous propose de nous en tenir là et de bien vouloir nous pardonner de vous avoir ainsi soumis à la question. J'espère que la question n'était pas trop disparate. En tout cas, elles sont le fruit d'une forme d'espace public européen, puisque ce sont véritablement les participants à cette causerie qui vous les ont adressés. Et je crois que Roselyne Lefrançois voudrait dire quelques mots, et c'est bien normal, puisque elle est la présidente du mouvement européen Ille-et-Vilaine pour organiser ce soir cette causerie. Mais merci beaucoup, Johan. Je voudrais rappeler que notre ambition ce soir était sûrement de mieux cerner la question de l'état de droit dans l'Union européenne et d'approcher une cartographie des différents critères de l'état de droit. Je crois, Monsieur Platon, que vous nous avez donné énormément d'éléments, des pistes de réflexion tout à fait pertinentes. Et je voudrais redire ce que vous avez dit sur la France qui va prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne au 1er janvier 2022. Nous serons aussi confrontés aux élections présidentielles sur la même période pendant ces 6 mois. Je pense qu'on n'aura que 3 mois de présidence, soyons peut-être un peu réalistes. En effet, l'état de droit figure parmi les 4 priorités de la présidence française. Moi, je me suis, comme vous, interrogée sur ce qu'elle pouvait faire. Est-ce qu'on sera donneur de leçons ou est-ce qu'on regardera un peu les choses avec distance et avec texte uniquement, sans suivi d'action ? Ça, c'est vraiment une des questions. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir partagé vos connaissances et de nous avoir aussi donné vos interrogations. Parce que je pense qu'en la matière, sur cette question, on a encore beaucoup de pistes à explorer.
mais vous nous avez donné des arguments qu'on peut reprendre pour justement s'imposer dans le débat en tant que citoyen européen. Donc, merci beaucoup sur ce sujet de nous avoir donné justement, de nous avoir partagé ce que vous pensez. Et puis, je voudrais reprendre un propos de Jean Monnet qui disait « Je suis ni optimiste, ni pessimiste, mais je suis déterminé ». Eh bien, je pense que cette détermination doit nous animer dans nos exigences pour le respect de l'état de droit. En tout cas, merci encore du fond du cœur et puis merci aussi à tous les participants et en particulier à ceux qui ont posé des questions. Et merci à Johan Abivin, administrateur et directeur de l'ABI, d'avoir piloté cette soirée, d'avoir animé le débat. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et